Bon, alors donc, je suis vraiment très heureux d'organiser cette table ronde. Ça fait partie d'une série de tables rondes data marketing que j'organise depuis plusieurs années. Et en général, c'est plutôt orienté data interne, modélisation IA générative. Et là, c'est une table ronde un peu spécifique puisqu'on parle de données un petit peu spécifiques qui sont les données recueillies par étude. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir d'animer de co-animer avec Socio, l'équipe de Socio, qui est présente en force, euh, cette, euh, cette table ronde. Alors, le constat de départ, voilà. Le constat de départ, c'est que les études de marché, ça représente un investissement souvent important dans l'entreprise. Et souvent, elles sont faites pour répondre à une ou deux questions particulières, mesurer la notoriété, l'image, les usages de services et de produits, l'appétence produit, la satisfaction, la recommandation, le NPS, etc. Vous connaissez la grande palette d'études de marché. Et puis, c'est ce qui est souvent dommage, c'est qu'une fois que la question est, on a une première réponse avec un rapport, éventuellement une série de tableaux croisés, souvent, en fait, elles ne sont pas vraiment utilisées, réutilisées à leur plein potentiel. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir prolonger cette utilisation avec des outils comme Power BI pour pouvoir, en fait, avoir de nouveaux insights sur éventuellement des questions secondaires en croisant certaines dimensions que l'on n'a pas vues au départ. Et puis, éventuellement, source de données, en fait, puisque les études de marché, c'est une source de données comme une autre pour l'entreprise hein, par rapport aux données first party de type CRM, base de données, etc. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir éventuellement aller plus loin. Ce que je propose, c'est qu'on passe à la suivante. Voilà. Alors, il y a déjà le problème de la récupération des données. Et il y a deux cas qui peuvent se poser. Soit vous confiez l'étude à un prestataire externe, de type institut de sondage, des panels, des call centers ou d'autres prestataires, par exemple des applis mobiles et des choses comme ça. Et soit vous le faites en interne. Dans les deux cas, en fait, ce qui est très important, c'est qu'il faut, si on veut avoir une exploitation durable des données d'études de marché, il faut pouvoir en fait vraiment, comment dire, normaliser et prévoir les formats de restitution. Euh, dans, à la fois ça, en fait en structure informatique, mais aussi tout ce qui est par exemple nomination des variables et puis nomination des catégories. Rien ne serait pire que par exemple vous avez une étude de satisfaction, une vague c'est quatre items, une autre vague c'est 5 items, du moins satisfait au plus satisfait. Vous ne pourrez pas facilement fusionner les différentes vagues et puis avoir une vision un petit peu globale et longitudinale des résultats. Et, et alors ça, c'est assez facile à imposer à des prestataires externes. Je connais des grandes entreprises qui, lorsque ils achètent comment ça s'appelle, des études aux grands instituts de sondage, ils obligent les instituts de sondage, par exemple, à leur restituer sous un format extrêmement précis, où tout est codifié, l'ordre des variables, le nom des variables, le nom des modalités, lorsque ce sont des variables qualitatives. Je vais citer deux, trois exemples qui me viennent à l'esprit. C'est Heineken, par exemple, Coca-Cola ou Procter Gamble. Ces études, quand on est prestataire de ces grandes marques, on passe beaucoup de temps à reformater les données avant de leur livrer les données. Euh, mais c'est difficile à imposer, on va dire, à des services internes. Quand l'étude est interne, mais que ce n'est pas vous qui réalisez le sondage, mais plutôt que vous supervisez auprès de l'étude du service relations clients ou du CRM, du marketing opérationnel, c'est pas forcément facile d'obtenir la même normalisation, la même formalisation des données, surtout qu'il peut y avoir des contraintes qui sont liées aux outils, par exemple, de CRM que les personnes utilisent. Donc, il y a un certain nombre de conseils, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais
c'est important malgré tout de normaliser le nom des questions, de mettre un titre. Souvent, par exemple, il y a beaucoup d'outils. Par exemple, si je prends le cas de l'âge, vous avez une variable interne qu'on pourrait appeler âge, et puis la formulation de la question, quel âge avez-vous ou quelle est votre date de naissance? Et souvent, en fait, les outils n'ont pas de titre, et donc ils vous restituent, n'ont pas de nom de variable, ils vous restituent directement comme nom de variable le titre de la question, ce qui est très compliqué à fusionner avec d'autres vagues ou d'autres études, puisqu'il suffit qu'il y ait un espace blanc ou un point d'interrogation en plus ou en moins, vous n'arrivez pas à fusionner les, les- les informations. Donc, c'est très important de bien normaliser les noms des variables. Quelqu'un voulait intervenir? Euh, donc, voilà. Donc, c'est vraiment important. Et le deuxième point, c'est que si vous faites une étude normalement externalisée, qu'on vous restitue des fichiers anonymisés, et si vous voulez pouvoir exploiter les données en fait de manière beaucoup plus intensive, voire même faire de la modélisation, faire de la segmentation hybride entre les données d'études et les données internes de l'entreprise, il faut injecter en fait, avant de fournir les fichiers aux prestataires, il faut injecter un grand nombre de données en fait internes, comme par exemple les signalétiques, si on les a déjà, l'usage des produits, le panier moyen, etc., pour que lorsque vous récupérez en fait les données anonymisées, évidemment, on a perdu le lien avec l'individu interrogé, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on a tous les moyens de restituer une sorte d'individu jumeau qui est similaire à l'individu et donc de pouvoir modéliser en fait un certain nombre de KPI et pouvoir les étendre à l'ensemble de la base de données client. Voilà, donc ça c'est important, il faut injecter les bonnes variables avant de donner le fichier d'interrogation, la base d'interrogation au prestataire, sachant que lui, il va nous renvoyer une base qui sera anonymisée, sans nom ni adresse, etc. On peut passer au suivant. Quelqu'un peut dérouler là. Voilà. Donc, ces bonnes pratiques pour l'intégration des données qui sont liées en fait à cette normalisation, cette standardisation est très importante parce que l'objectif, c'est le gain de temps. Parce que sinon, dans l'exploitation des données, vous allez passer 50%, peut-être plus, 60, dans certains cas, j'ai même vu 80% quand il n'y avait aucune normalisation, qu'on fait une normalisation a posteriori de tas d'études qu'on récupère sur différents produits, différents secteurs, différentes périodes temporelles, du temps en fait pour pouvoir commencer en fait à faire le moindre tableau croisé. Et ça, c'est vraiment dommage. Et en plus, il y a des choses qui sont incompatibles, comme je le disais tout à l'heure. Si vous avez votre échelle de satisfaction une fois en 4, une fois en 5, ben, on va pouvoir bricoler quelque chose. On va regrouper peut-être les deux niveaux les plus satisfaits ou des choses comme ça, mais ça va sans doute amener en fait de l'imprécision dans la comparabilité des données. Et quand vous allez avoir entre deux vagues qui sont comme ça pas normalisées, une évolution de 5 ou 10% de satisfaction, par exemple, ou de notoriété ou d'image, vous ne saurez pas si c'est lié en fait à la manipulation informatique qui a permis de fusionner les bases de données ou si c'est une véritable évolution entre 2 trimestres ou 2 semestres ou 2 années. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important et ça vous donne aussi de l'exploitabilité immédiate, ce qui donne l'envie en fait aux gens de cruncher les données. Si vous lui dites, ah bien, on a reçu le fichier de données du prestataire et puis que vous, aux data analystes ou aux responsables produits, responsables marketing, vous fournissez les données exploitables que 1 mois, 2 mois, 3 mois après, on va dire qu'il y a une baisse du taux d'intérêt qui est vraiment importante. Voilà. Si on peut passer au suivant. Voilà. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur effectivement ces récupérations de fichiers de données auprès de prestataires, la facilité ou la difficulté que vous avez pu rencontrer est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui ont des éléments des témoignages par rapport à ça, cette, cette facilité d'intégration des données d'études externes ou pas? Si quelqu'un veut lever la main, voilà, mais sinon, on va continuer. Si Alors, ouais, personne. Stéphane, si tu veux bien. Moi, j'avais aussi une question parce que au moment où on a démarré, il y a Fabienne
qui a évoqué ça, c'est que de plus en plus dans les entreprises et même dans les administrations, l'informatique arrive avec des solutions qui sont intégrées à leur système d'information, en l'occurrence Power BI. On verra après, hein, nous on a pas mal investigué plutôt cet outil-là parce que c'est un outil qui est en déploiement dans les entreprises et qui est intégré à la suite Office. Et c'est vrai que ça facilite énormément dans les usages et dans le déploiement, parce que dès qu'on veut mettre des nouveaux outils, ils ne sont pas connus, l'IT les aime pas, ils n'ont pas passé les tests de cybersécurité, etc. Donc moi, au-delà, en effet, elle est intéressante cette question que tu poses sur la problématique de normaliser les données, tout retrouver au même endroit, parce que c'est un des problèmes auxquels nous, qu'on adresse souvent, c'est les gens qui nous disent, moi j'ai plein d'études, je voudrais avoir tout au même endroit et pouvoir interroger, déjà avec des tableaux, avec des graphiques, mais aussi avec des IA, l'ensemble de mes études. Donc c'est vrai que si les gens peuvent nous raconter un petit peu comment ça se passe chez eux, c'est intéressant, mais aussi est-ce qu'ils sont confrontés à des informatiques qui leur disent, écoute, moi, les outils que j'ai validés, c'est ceux-là. Je crois que c'est Fabienne, non, qui nous a raconté qu'il y avait un déploiement chez eux en ce moment. Oui, oui, Ouais. oui, tout à fait. Donc, on est un établissement public à Mhm. intérêts commerciaux. Mhm. Donc, on n'est pas tout à fait étatique, mais très proche. Jusqu'à présent, on avait un outil qui était Business Object, Ah, oui. mais dont les licences effectivement sont très chères et qui n'est plus vraiment dans l'air du temps. Donc l'idée, c'est vraiment de repenser les bases différemment. Euh, on a énormément de sources différentes, donc c'est de pouvoir les faire matcher plus facilement. Mhm. Voilà, et là, effectivement, le Power BI, donc là, on en est vraiment au tout début. Mhm. Comme vous l'avez souligné, c'est la suite Office, c'est un gain d'argent, une sécurisation plus facile on fait partie des établissements à risque. Ouais. Euh, voilà, mais c'est un choix qui est porté par la DSI et qui est développé sur l'ensemble des services. Mhm. Oui, je pense que c'est un cas qu'on rencontre de plus en plus souvent. C'est pour ça que ça nous intéresse aussi de comprendre les enjeux que vous rencontrez. Et nous, on commence à apporter des solutions parce que pour Power BI, vous allez voir très vite, au départ, c'est pas vraiment adapté à ce type de données, avec énormément de variables. Au départ, c'était pour de la business intelligence, donc c'était plutôt pour gérer de la finance, de la logistique, des stocks, et pas tellement pour gérer des données avec autant de variabilité et autant de variables. Et c'est pour ça que nous, on intervient on va le voir, mais on développe des composants et des add-ons pour faciliter l'intégration des données d'études, parce qu'au départ, quand vous commencez à vouloir rentrer vos données, vous allez voir, c'est pas totalement adapté. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent apporter leur petite pierre et leur témoignage sur les outils qui sont développés, qui leur sont imposés, entre guillemets, par la DSI, mais c'est tout à fait normal dans une grande entreprise que la DSI soit, on va dire, suit son schéma directeur des déploiements d'applications, mais pas si d'autres personnes veulent sur d'autres outils éventuellement, hein, c'est pas, ça peut être aussi Click ou Tableau ou d'autres hein, que je connais, MicroStratégie. Superset, etc., qu'on rencontre dans certaines entreprises. Bon, donc on va peut-être Moi, je vais continuer. juste rebondir par rapport au retour d'expérience que j'ai de certains clients avec qui on travaille. Déjà, effectivement, il y a le côté un peu de degré de maturité dans l'entreprise d'utilisation de ce type d'outils. Parfois, la DSI est déjà impliquée dans le déploiement de ce type d'outils. Parfois, pas forcément. Ça va être plutôt les départements qui peuvent être un petit peu laissés tout seuls pour essayer de développer quelques reportings. Déjà, ça change beaucoup parce que nous, du coup, ça change aussi notre niveau d'intervention. On a aussi des clients qui peuvent pas forcément, ont pas la capacité ou le temps, sur le moment, la disponibilité immédiate, les ressources pour déployer ce genre de système en interne. Et donc, dans ce cas-là, nous, on va adresser
aussi tout un côté accompagnement sur la mise en place d'un outil qui peut être hébergé, par exemple, chez nous plutôt que chez le client si jamais, et justement, il a pas la bande passante pour faire passer ça. Du coup, effectivement, ça amène des problèmes enfin, plutôt des problématiques liées à la gestion des bases de données, puisque le but, effectivement, c'est de pouvoir rassembler. En général, c'est quand même ça les demandes. On a plusieurs études, on a aussi des données internes, des données de production parfois, et on aimerait bien tout rassembler au même endroit, de façon à pouvoir mettre des résultats qui viennent de sources différentes en scène dans un même reporting. Donc il y a effectivement aussi tout le côté prise en charge et construction d'un lake house, on va dire, dans lequel on puisse avoir les différentes sources de données qui puissent interagir entre elles ou être exploitées au sein d'un même Power BI. Donc c'est vrai que il y a plein de problématiques et ça dépend beaucoup de la taille du client, de l'inertie en interne sur ce type de technologie ou pas, quoi. Donc effectivement, la DSI peut aussi proposer d'autres types de solutions et donc, dans ce cas-là, parfois, il y a plusieurs solutions dans une même entreprise qui peuvent cohabiter. Donc, effectivement, c'est pas forcément le plus pertinent. Donc, il y a aussi des mutations, on va dire, d'une année sur l'autre sur le fait de tout rassembler dans un même outil. C'est vrai que Power BI, en ce moment, est plutôt bien positionné. Et enfin, oui, le dernier point sur le retour d'expérience des clients, c'est nous, on travaille beaucoup donc, avec des domaines marketing ou études marketing. Et souvent, lorsque qu'ils essaient de mettre en place ce type de projet en interne, il peut y avoir un côté déceptif où en fait, ils vont pas retrouver ce qu'ils avaient dans leur rapport PowerPoint. C'est-à-dire même quand on automatise des rapports PowerPoint, par exemple, si je suis une entreprise qui travaille en réseau, donc qui a plusieurs points de vente, etc. On peut automatiser des rapports PowerPoint et très pointus au niveau data en rajoutant des différences significatives, des benchmarks par rapport à l'année précédente, tout un tas de visuels, on va dire, assez techniques liés à notre façon d'exploiter les données dans le milieu des études marketing. Et effectivement, ça, quand ils se lancent dans Power BI, souvent, ben, ils vont avoir un frein un peu, on va dire, analytique. C'est-à-dire que dans Power BI, de base, on va pas ça va être très compliqué d'essayer de reproduire ce qu'on arrivait à faire dans des PowerPoint avec le calcul des différences significatives, la gestion des questions multiples, etc. Et d'autre part, il y a aussi le frein qui peut être lié à la connaissance de l'outil. C'est un outil qui est tout nouveau. Si je fais la comparaison par rapport à PowerPoint, quand un collaborateur arrive dans une entreprise, notamment dans un département marketing ou études marketing, il y a tous ses collègues qui vont pouvoir l'accompagner sur l'apprentissage de l'outil de PowerPoint et de Excel, donc avec toutes les formules, les raccourcis, etc. Alors que Power BI, c'est quelque chose que personne ne maîtrise encore en interne. Donc, il faut forcément passer par une formation, un accompagnement des collaborateurs qui veulent utiliser ça. Parce que sinon, ils vont se retrouver face à un outil sur lequel ils n'auront pas la main. Donc, ça va les freiner dans le sens où ils pourront pas faire l'exploitation eux-mêmes des résultats et se retrouver bloqués. Et donc, pareil, ça va engranger des temps, des allers-retours avec un data scientist qui va développer à leur place ou leur sortir l'information à leur place. Donc, ça peut être aussi un frein par rapport au tri croisé qu'ils avaient avant et les rapports PowerPoint, quoi. Eh ben, merci Arthur pour tout effectivement. On va rentrer un petit peu dans le détail de ces éléments. Donc, on a en fait des spécificités, excusez-moi, des données marketing. C'est que souvent, en fait, effectivement, dans les tableaux qui sont restitués par les prestataires externes, vous avez des tableaux assez compacts qui intègrent plusieurs calculs, l'effectif, le pourcentage vertical, le pourcentage horizontal, l'indice, éventuellement des tests statistiques. Et souvent, en fait, dans les outils de type Power BI, Tableau Software ou Click, vous avez plutôt en fait des tableaux séparés, pourcentage, effectif, etc. On a aussi le problème des multi-réponses. Ces outils qui viennent du reporting financier, en fait, n'ont pas été conçus pour traiter la nature multi-réponse de certaines questions. Donc,
en fait, dans ces outils-là, ces multi-réponses sont représentés par une série de variables binaires, oui, non, ou vrai, faux, ou présent, absent. Et du coup, quand vous faites des tableaux, en fait, au lieu d'avoir un tableau compact, vous avez une flopée de tableaux avec deux lignes, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, voilà, croisées par, je sais pas, le sexe, l'âge, etc. Donc, c'est pénible. Vous avez le problème des pondérations et extrapolations. Donc, euh, ces outils n'ont pas forcément été conçus pour appliquer un poids à certains individus, ce qui fait que quand on affiche, par exemple, 300 personnes, c'est 300 personnes pondérées, mais en fait, derrière, il y a peut-être 280 personnes interrogées en brut. Donc, ça peut poser des problèmes. Et quand c'est extrapolé, en plus, euh, par exemple, on extrapole à l'ensemble de nos clients. Par exemple, on a une base de données, par exemple, de 2 ou 3 millions de clients. Donc, on a des chiffres en effectif énormes, ce qui fait que si les tests statistiques ne savent pas prendre la base brute qui est sous-jacente, ils vont vous dire que tout est significatif. Voilà. Il y a aussi le problème de risque autour des bases faibles. Euh, si, par exemple, vous avez un tableau uniquement de pourcentages verticaux, que dans une case, vous avez par exemple 5%, et que vous ne connaissez pas la base, peut-être ces 5%, c'est 3 personnes, 5 personnes, parce qu'elle est au croisement d'une ligne et d'une colonne avec des effectifs faibles. Et puis, vous avez effectivement d'autres spécificités sur des modèles statistiques et intégrer du R et du Python qui peut être intéressant. Voilà, je laisse la parole Mm. à l'équipe de sociaux qui va un peu détailler toutes ces spécificités, comment eux, ils essayent d'apporter une solution. Oui, tout à fait. Du coup, je prends la main. Pour rebondir sur les bases faibles, effectivement, donc nous, on a créé tout un tas d'outils, on va les voir, qui sont intégrés dans Power BI. C'est des composants qui permettent de gérer justement l'affichage ou pas de bases faibles ou de les highlighter si jamais elles sont en dessous d'un certain seuil. Et c'est vrai que dans Power BI, vu que c'est un outil qui est quand même fait pour cruncher la donnée, c'est très tentant de faire plein de croisements et donc de se retrouver avec à la fin des bases faibles. Donc c'est vraiment un point important, que ce soit dans des tableaux de résultats ou même dans des graphiques. Idéalement, il faudrait pouvoir, nous c'est ce qu'on commence à proposer systématiquement, afficher la base sur laquelle le tableau est calculé. Parce qu'étant donné qu'on peut mettre autant de filtres qu'on veut, à la fin, on peut vraiment réduire l'échantillon. Et sur le côté mapping et driver, c'est quelque chose aussi que je voulais mettre en avant. C'est l'utilisation, en fait, Power BI, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. C'est parce qu'on peut, à l'intérieur même du Power BI, programmer en R ou en Python. Ce qui nous permet, par exemple, c'est aussi un élément très classique dans le milieu des études marketing, par exemple sur une étude satisfaction, où on va avoir un mapping importance satisfaction. Mais pour calculer l'importance, en fait, en fonction de la cible sur laquelle on l'est, puisque Power BI étant interactif, on peut s'amuser à regarder les résultats en les filtrant sur un pays, sur une population, sur des tranches d'âge, sur une cible. Et en fait, ça va recalculer en direct, en instantané, les poids en fonction justement de l'échantillon qu'on a choisi de garder. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les mappings se recalculent en réel en fonction de ce qu'on met comme filtre. Et après, le côté drivers aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que driver ou métavariable ou thème reconstitué d'items de satisfaction détaillés, ça peut être souvent par exemple une moyenne de critères ou une moyenne pondérée de critères. Là aussi, c'est intéressant parce qu'on peut gérer tout ça directement dans Power BI de façon à ce que ce soit instantané, interactif, grâce justement à l'utilisation de R ou de Python. Alors, je voulais commencer par un exemple simple. Alors, le but du jeu, c'est pas de faire une démonstration de l'outil Power BI, mais plus de montrer les adaptations qu'on a commencé à mettre en place en fonction de nos retours clients. Mais je voulais quand même rappeler là, sur un exemple simple que Power BI est très interactif. Et par exemple, là, donc là on affiche 3 sources de données différentes. Une étude d'évaluation à chaud, une étude d'évaluation à froid pour le collaborateur et une étude d'évaluation à froid pour le manager. Ça, donc on a 3 bases de données. On peut afficher les 3 sur le même écran et en plus on peut les relier
entre elles par rapport à l'individu qui a été évalué. On a cette information, donc on peut rabooter. Et là, on peut voir, c'est que tout est interactif. C'est-à-dire que quand j'ai cliqué sur trimestre 4, ça m'a filtré ça m'a filtré toutes mes données sur le 4e trimestre, que ce soit sur l'étude 1, 2 ou 3. Donc ça, c'est intéressant. Donc tous les graphiques peuvent être interactifs et liés entre eux. Et après, il y a une autre possibilité que je voulais montrer. C'est, alors il faut un petit peu se projeter, mais sur les variables temporelles, par exemple, on peut passer du niveau année au niveau trimestre, au niveau mois, au niveau jour. C'est ce qu'on appelle la possibilité de drill down. En fait, ça, on peut le faire avec toutes les variables hiérarchiques. Ça peut être marque modèle, ça peut être national, régional, départemental, local. Tous ces types de variables qui fonctionnent en coupé gigogne, on peut utiliser la fonction de drill down. Et nous, ce qu'on a rajouté aussi, c'est que, comme tout à l'heure, je vous parlais de faire des métavariables ou des thèmes qui sont des moyennes pondérées de critères de satisfaction, par exemple. Eh bien, nous, ce qu'on a conçu, c'est le fait quand on passe d'un niveau à l'autre hiérarchique, si jamais il y a une pondération qui se crée au niveau du dessus, par exemple sur un thème, sur une métavariable, sur un driver, eh bien, on va pouvoir, pareil, la recalculer en temps réel, en fonction des filtres qu'on aura mis. Quand on passe d'un niveau à l'autre, on peut gérer les pondérations, on peut gérer tout un tas de calculs pour passer d'une variable simple à une métavariable hiérarchiquement au-dessus. Après aussi, oui, donc ça c'est un point quand même assez critique, c'est Power BI de base ne permet pas de faire des tableaux comme nous on a l'habitude d'avoir dans notre métier des études marketing, où on aime bien avoir les différences significatives. Parfois, on peut être gourmand et demander aussi des pourcentages horizontaux en plus des pourcentages verticaux, d'afficher les bases dans toutes les cases. Parfois non, enfin en gros tout est différents niveaux de détails on peut avoir. Donc là j'ai mis un exemple en haut de ce que pourrait sortir Power BI. Et encore là, c'est déjà un peu retravaillé avant notre intervention. Donc on voit, on a les pourcentages en pénétration et pas d'autres informations. On a 2 variables en colonne et une variable en ligne. Et nous, on a la possibilité, si on ajoute les sous-totaux, par exemple, enfin les totaux déjà, parce que le Power BI de base n'affiche pas la colonne totale. Donc nous, on est capable de pouvoir programmer et d'avoir un outil qui nous permet en quelques clics de rajouter le total homme, le total femme, la base brute, la base pondérée. J'ai rajouté les bases pour chaque cellule et j'ai mis des pourcentages horizontaux aussi. Donc là, on voit total homme, c'est 54,5 et total femme, c'est 45,5. Donc ça, c'est le pourcentage horizontaux. Et aussi, j'ai mis des différences significatives. Et j'ai aussi rajouté des seuils, c'est-à-dire des seuils qui soit cachent la donnée quand on est en dessous de 30, soit mettre un petit point d'exclamation quand on est entre 30 et 50, je crois, ou 30 et 60, je ne me rappelle plus ce que j'avais mis dans mes seuils. Donc voilà, donc là, effectivement, sur le tableau du bas, on est vraiment, alors c'est presque trop, mais je voulais montrer à quel point on pouvait en rajouter. On est vraiment dans les tableaux classiques qu'on a l'habitude d'analyser sous Excel dans le milieu des études marketing. Et là, on va l'avoir directement intégré dans notre Power BI, donc on va s'amuser à drag and dropper des variables en ligne et en colonne pour construire son tableau instantanément, sans même avoir besoin de faire un graphique, un slide ou autre type de visualisation. Pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser des croiseurs spécialisés, en fait, c'est un peu ce qu'on reproduit, c'est-à-dire qu'on reproduit la notion de croiseur de données d'études, mais pas que. On peut faire ça aussi avec des données qui ne sont pas des données d'études, mais les gens d'études sont habitués à avoir toutes ces fonctionnalités-là. Là, dans cette version-là, on ne l'avait pas encore, mais on est en train de rajouter aussi des rankings pour pouvoir trier, des indices, enfin tout ce qui est utilisé en plus de simplement un comptage d'effectifs ou une moyenne. Donc là, en plus, ce qu'on voit, c'est un tableau qui travaille sur des tableaux de fréquence. Mais bien sûr, on a aussi possibilité d'avoir le même tableau avec des moyennes. Donc, pas de pourcentage horizontaux verticaux, bien sûr. Mais les moyennes, les indices sur les moyennes. Non, pardon, pas les indices, pardon, ça n'a aucun sens. Mais des tests de significativité aussi sur les moyennes qui sont disponibles.
Oui, ça gère aussi les multi. Alors effectivement, ce qu'on voit à l'écran là, c'est donc le fruit de l'outil qu'on a développé. Donc, ça s'appelle un composant dans Power BI. C'est les différents visuels qu'on peut utiliser. On peut utiliser des camemberts, des histogrammes, et on peut utiliser l'objet sociaux qui permet de pouvoir placer des variables en ligne, en colonne, ou même plusieurs en colonne, de lui dire sur quelle base il faut faire les calculs, base brute, base pondérée, et de pouvoir paramétrer son tableau aussi en affichage. Donc c'est vraiment, en fait, ça remplace ce que nous, on vendait aussi, c'est le Chrome Web. Chrome Web qui est un super croiseur qu'on fournit à nos clients. Et là, on est arrivé à un niveau équivalent de complexité en termes de rendu et de calcul que notre Chrome Web. Donc maintenant, c'est deux solutions qui, pour moi, sont équivalentes. En fait, ça dépend de ce que veut le client, s'il a l'habitude d'utiliser Power BI ou pas. Dans ce cas-là, on lui proposera un Chrome Web. Voilà, là, alors j'ai mis un exemple, mais on en a déjà parlé, c'est les variables multi-réponses. Donc là, j'ai mis un exemple, on est sur de la notoriété spontanée. Donc évidemment, il y a plusieurs modalités de réponse, on peut connaître plusieurs planètes. Là, on voit avant la gestion de la variable multi, effectivement, on peut sortir les variables, mais une à une, c'est-à-dire la notoriété spontanée d'Uranus, à côté, je peux mettre celle de la Lune, et à côté, celle de Vénus. Et une fois qu'on a fait une intervention dans la base de données, qui s'appelle modèle sémantique dans le jargon de Power BI, et qu'on crée une mesure qui nous permet effectivement de pouvoir faire les calculs à la modalité, et pas bien sur le total, parce que c'est vrai que Power BI, sinon de base, va faire un pourcentage sur le total. Et bien, on est capable du coup de sortir la variable telle qu'on aimerait la voir, donc avec toutes nos planètes et puis leur niveau de notoriété spontanée. Et hiérarchisé en plus. Oui, là, après, effectivement, il y a la possibilité de pouvoir trier ou pas. Ça fait partie. Alors que ouais, si tu laisses le truc éclater Là, tu as fait des camemberts, mais tu aurais pu faire des histogrammes à deux barres, oui, non. Hein. En fait, tu as du mal à hiérarchiser en fait, la notoriété en l'occurrence. Tu vois. Alors que là, c'est clair, Ah oui. c'est très facile. Si on imagine ce sont des marques, des services ou des produits, ben, on a une lecture directe du résultat. Oui, après, on peut les classer, effectivement. Tout à fait. Donc, voilà, ça permet de pouvoir, plutôt que d'avoir une quinzaine de questions de détails dans sa liste de variables, mais nous, on va vous en sortir qu'une qui va être la question regroupée multi que vous allez pouvoir intégrer directement dans un visuel comme celui qui est en bas. C'est un autre exemple des multi-réponses. C'est notre outil croiseur intégré à l'intérieur de Power BI permet aussi de gérer la multi-réponse. Donc là, finalement, on a la même chose que sur ce graphique, mais on l'a et puis on l'a croisé par tranche d'âge. On peut s'apercevoir qu'a priori, les plus de 50 ans connaissent mieux les planètes que les 18-24 ans. Donc là, pareil, on a trié sur le total, mais on peut aussi trier sur les 18-24 ou les 25-34. On peut s'amuser à trier sur les colonnes que l'on veut aussi. Notre outil permet de faire ça. Après, il y avait un autre point aussi qu'on avait évoqué, c'était le côté pondération, donc gérer un poids. Les significativités, comment les exploiter, comment les paramétrer, et la gestion des bases faibles. Donc là, je vous ai montré un petit tableau où, par exemple, j'ai changé, j'ai mis des petites flèches au lieu de mettre des cases colorées. Donc, il y a la possibilité de faire ça. On voit en fait, pour ceux qui ont déjà utilisé Power BI, en fait, notre objet, il va se présenter comme n'importe quel objet Power BI. Donc, on va avoir des petits paramètres à cliquer et on peut choisir le seuil de significativité, le type de significativité qu'on veut. Est-ce qu'on veut colonne vs toutes les colonnes ou colonne vs le total, etc. Et après, on peut choisir si on veut un icône, une couleur de police, une couleur d'arrière-plan, etc. Et on peut même choisir sur quoi est-ce qu'on veut que soient calculés les tests de significativité. Ça, c'est intéressant. Certains clients veulent calculer les tests sur les bases brutes, d'autres sur les bases pondérées.
d'autres sur une troisième pondération. Donc, il peut y avoir plusieurs options, donc on les a toutes mises là. Et après, les seuils, ben, on a choisi de laisser la possibilité de changer ces seuils si on en a envie. Il y a un point que je voulais préciser aussi, c'est que les tableaux, quand on les construit dans le Power BI, c'est aussi un des sujets évoqués par nos clients. La majorité des visuels classiques de Power BI sont soit exportables en images, soit on peut exporter la table qui alimente ce qu'on voit à l'écran, mais dans un format très très brut et avec pas forcément des pourcentages, mais peut-être juste des quantités, etc. Donc après, il faut refaire des calculs, etc. Nous, notre outil, on l'a conçu pour que quand on clique droit sur le visuel, on puisse immédiatement télécharger un fichier Excel qui conserve exactement toutes les mises en forme qu'on a décidé d'appliquer. Donc là, on voit en haut, on a le tableau tel qu'il est dans le Power BI, et en bas, tel qu'il est quand on ouvre l'Excel après export, quoi. Ça, Il est même, c'est un... il est même mieux parce que je vois que dans Power BI, il y a un ajustement automatique des colonnes là, sur la longueur du libellé en colonne qui n'est pas très esthétique. Voilà. Oui, c'est vrai que si on veut avoir des colonnes toutes de la même taille, ce sera un peu plus facile à gérer sur Excel, puisque bon, ça on connaît bien. Alors sur Power BI, il faut un petit peu plus tripoter ou programmer. On peut aussi programmer la largeur des colonnes et la laisser fixe. Mais là, effectivement, dans le cas qu'on a, c'est encore plus, on va dire, maniable dans Excel. Donc voilà, puis sur la gauche, j'ai mis aussi, on a tout un tas d'options, surligner la ligne quand on passe la souris dessus, avoir des lignes en zèbre, c'est-à-dire une ligne sur deux avec une couleur différente, afficher le pourcentage ou pas, parce que parfois quand on veut remplir un tableau Excel, un tableau PowerPoint, on ne veut pas forcément, on veut juste avoir des chiffres sans le pourcentage à côté. Voilà, donc on peut préciser, on peut choisir l'entête du niveau supérieur, l'entête de la colonne, le format de la cellule, des chiffres plus ou moins grands. Enfin, bon. On peut vraiment tout modifier comme si on était sur Excel. Voilà, je voulais aussi montrer un exemple, parce que forcément, notre outil croiseur est super si on a envie d'avoir des insights, si on ne sait pas encore trop ce qu'on va vouloir mettre en avant dans la présentation trimestrielle, voir un peu quelles sont les différences les plus marquantes. Ben, l'outil croiseur est parfait. Après, une fois qu'on se projette dans un rapport, un reporting, on va être capable de pouvoir aussi programmer euh, euh, tous les calculs qu'on avait dans le croiseur sur des visuels beaucoup plus standards. Là, on a des diagrammes en barre. Le premier, c'est celui qui est à gauche en violet, ça va être la colonne totale, et les autres, ça va être donc, des réparties des ventilations. Et là, on peut voir qu'on a conservé les flèches qui nous permettent de voir si telle ou telle cible est supérieure ou inférieure statistiquement par rapport au total. Et puis il y a la couleur. Il y a deux benches en fait. Il y a un bench par rapport au total avec les petites flèches. Et il y a un bench par rapport à n-1 par exemple, avec la couleur du pourcentage. Donc, on est capable aussi de gérer plusieurs calculs de différence significative sur des benchmarks différents. Voilà, je voulais juste aussi préciser que ce n'était pas que sur le croiseur, mais on peut appliquer ça sur tout type de visuel une fois qu'on s'est lancé dans la création du dashboard. Euh, je vais peut-être juste vous montrer en direct. Attendez. L'écran. Euh, ouais, juste pour vous montrer en direct ce que ça donne, hein, c'est effectivement, donc là, on a le tableau que je vous ai montré. Euh, Quand on ouvre notre onglet visualisation, qui est l'onglet qui permet d'avoir tous les types d'objets, donc là, on voit qu'on a notre petit SDM Power BI Cross Table qui est utilisé. Et puis, comme toutes les composants Power BI, si j'ouvre mon onglet données, en fait, je suis allé drag and dropper ma variable planète. Il y a plein de variables planète. Et en bas, par exemple, tranche d'âge. Je vais aller drag and dropper ma variable tranche d'âge en colonne.
j'ai drag and droppé la variable panette en ligne. Et après, en valeur, alors j'ai mis 3 poids parce que je voulais avoir le poids brut au niveau individu, le poids pondéré au niveau individu, et puis le poids aussi qui permet de gérer la question multi-réponse, puisqu'il s'agit d'une multi. Donc, comme on peut le voir, donc, c'est vraiment c'est comme un objet Power BI classique. Euh, Pareil, là, sur mon premier exemple, c'est pareil. Donc, vous voyez, je l'avais customisé en rajoutant tout un tas de petites options qu'on peut retrouver là. Donc, paramètres de tri, j'avais décidé de ne pas faire de tri. Paramètres de significativité. Donc là, on retrouve ce que j'avais mis. Couleur d'arrière-plan, mais si je veux, je peux mettre des petites icônes. Voilà, c'est instantané. Les totaux, ben, j'avais choisi d'afficher total plus le total niveau 1. Alors, total niveau 2, là, on n'en a pas. Mais, mais si on avait une troisième variable, on pourrait. Donc voilà, tout ce paramètre, comme ça, les seuils, ben, ils sont là. On peut les bouger soi-même. Donc effectivement, tout est paramétrable. Et après, il y a les paramètres de format que je vous ai déjà parlé. Donc effectivement, là-dessus, voilà, c'est pour vous montrer que tout est comme dans Power BI classique, pour ceux qui connaissent. Et après, pareil, ben, notre tableau, on peut retrouver aussi dans l'onglet filtre la possibilité de le filtrer comme tout objet Power BI. Là, par exemple, je ne sais pas, enfant au foyer, ben, si je voulais afficher tout sauf absence d'enfant, ben, je peux filtrer mon tableau en enlevant absence d'enfant comme modalité en colonne, quoi. Donc, on est vraiment sur l'utilisation classique, native, on va dire, du Power BI. Et peut-être juste un dernier exemple visuel pour ceux qui n'ont pas encore beaucoup utilisé Power BI. Effectivement, en fait, tout est un peu lié. C'est-à-dire, là, par exemple, si je clique sur le oui de la notoriété spontanée de la Lune, ben, en fait, ça va me filtrer le tableau du bas sur les personnes qui connaissent la Lune. Donc, forcément, du coup, j'aurai 100% pour la Lune et je vais pouvoir voir comme ça. Donc ça, c'est une autre possibilité d'interaction et de premier niveau de tri, on va dire, dans l'utilisation de Power BI. C'est qu'avant même de jouer avec les onglets filtres ou de rajouter comment ça s'appelle, des filtres visuels à la main, etc., on peut juste s'amuser à mettre en scène deux, trois visuels intéressants sur un même slide et puis s'amuser à les filtrer en cliquant sur l'un et voir ce que ça donne sur les autres, quoi. Ça, c'est toute la puissance de base de Power BI que derrière, on va exploiter et enrichir avec nos développements liés au retour de nos clients sur les études marketing. Ouais. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, lorsqu'on est en phase d'analyse des données, en fait, on n'a pas forcément envie de sortir des tableaux ou des graphiques. On est vraiment dans l'idée de cruncher les données. On a une idée, une intuition, on vérifie. Puis si l'intuition on va dire, se précise, là, on sort effectivement le graphique ou le tableau qui illustre le résultat qu'on en a trouvé comme ça de manière interactive. Mais ça permet en fait d'éviter de faire comment ça s'appelle, des formalisations, des slides PowerPoint qui ne servent à rien tant qu'on n'a pas trouvé l'insight qui nous intéresse à présenter à nos collègues ou à nos dirigeants. Voilà. Ça, c'est important. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir les deux. On peut faire alors là, ce que j'ai montré, c'est le côté interactif où on va construire son tableau. Mais nous, pour nos clients, par exemple, si jamais ils veulent passer le traitement d'une étude chez nous pour la transformer en Power BI, ils n'ont même plus besoin de demander les tri croisés à leur ancien prestataire de traitement, puisque nous, les tri croisés, on pourra les sortir directement dans le Power BI. Si on veut, on peut pré-mâcher un rapport de 50 slides avec 50 tableaux qu'on a déjà pré-mâchés pour le client s'il a juste envie d'avoir la lecture de ces tri croisés en plus de son rapport, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec un seul traitement, on peut sortir aussi bien un rapport que des tri croisés sur la même base de données. C'est très intéressant. Donc, en conclusion, pour vous en être conscient que l'étude de marché, c'est vraiment une source précieuse de données, surtout si on les réexploite dans la durée et en comparaison d'une vague à l'autre, hein, d'un semestre à l'autre ou entre pays. Donc, en fait,
ça constitue un véritable système d'information marketing, je dirais souvent même la mémoire marketing et éventuellement commerciale de l'entreprise. Mais il faut avoir une certaine vigilance sur les spécificités méthodologiques parce que, comme on voyait là avec les multi-réponses, les pondérations, on peut avoir du mal à sortir les résultats que l'on veut comme on les veut, voilà. Et au-delà de la data vis, qui est l'objet de la table ronde, ce qui est important avec les études marketing, c'est qu'on peut enrichir la connaissance client en modélisant les comportements des clients, des prospects, des points de vente, en injectant par modélisation des insights qui sont issus des études, par des scores, des typologies. Et je vais vous donner deux exemples que j'ai supervisés dernièrement, dont un qui a reçu le trophée d'or des études marketing. C'est avec la SNCF. On a réutilisé en fait toutes leurs études de modélisation, non, de satisfaction à chaud après un voyage par la SNCF. Et donc, ils ont une satisfaction à chaud, mais ils les ont que sur les gens qui ont bien voulu répondre aux SMS ou aux petits mails qu'ils ont reçus après leur voyage. Donc, ils envoient à tout le monde en fait ces liens, en fait, mais ils ont environ, alors ça peut paraître énorme, mais ils ont environ 800 000 réponses par an. Mais 800 000 réponses par an, c'est 800 000 voyages jugés par rapport à 67 millions de voyages. Donc c'est très peu, en fait. Donc il y a beaucoup de voyages, on ne connaît pas, en fait, la satisfaction du client. Et puis, si on fait du drill and drone et drill and down, et que l'on descend au niveau d'un axe, voire d'un axe croisé par un horaire, voire une mission de train, en général, par train, on a un à deux répondants. Donc, impossible de savoir si la mission train, entre guillemets, s'est bien passée, le voyage s'est bien passé. Alors, ce qu'on a fait avec la SNCF, c'est que d'un côté, on avait toutes les réponses aux questions de satisfaction. De l'autre côté, en fait, ils avaient énormément, la donnée n'était pas anonymisée, hein. Donc ils avaient toutes les données ici du CRM sur quel est le voyageur, quelles sont ses habitudes de voyage, hein. Donc le socio-démo, mais aussi est-ce que c'est un grand voyageur, un petit voyageur, est-ce qu'il voyage souvent en pro ou en perso, en famille ou pas, etc., etc. Et puis, il y avait une troisième source de données qui était intéressante, c'était euh, chaque mission de train, en fait, elle génère des données, il y a une sorte d'indice de qualité de production. Qu'est-ce qu'il appelle la production? C'est le voyage d'un train à la SNCF. Et donc, ils savent si le train est arrivé en retard, s'il y a eu des annonces par le chef de train, si le retard a été rattrapé ou pas, etc. Et puis, il y a une quatrième source de données qui remonte des centres techniques de maintenance. Est-ce que, par exemple, la clim marchait ou pas dans le train ou sur certains wagons, ou est-ce que les WC étaient bouchés, etc. Donc, des éléments qui peuvent, comme vous pouvez l'imaginer, très fortement impacter la satisfaction du voyage si vous voyagez dans un train qui n'est pas climatisé, dont les WC sont bouchés pendant 3 heures ou 4 heures. Voilà. Donc, on a pu, donc, sur les répondants, modéliser la satisfaction. On a trouvé qu'avec l'ensemble des variables en fait, internes, on pouvait plus ou moins, avec un bon taux de confiance, avoir une probabilité d'insatisfaction ou de satisfaction. Euh, et puis, euh, et puis après, on l'a projeté sur l'ensemble des 67 millions de voyages. Donc, chaque voyage que les gens aient répondu ou pas répondu au questionnaire, en fait, ont été euh, probabilisés sur la satisfaction ou l'insatisfaction. Puis après, avec ces 67 millions de voyages, on est redescendu au niveau du voyageur. Donc, par exemple, un grand voyageur qui a fait 10 voyages l'année précédente, il a été peut-être exposé à 4 voyages probablement satisfaisants et 6 voyages probablement satisfaisants. Et ce que exploite actuellement la SNCF de manière, on va dire, expérimentale, c'est sur l'axe Paris-Lyon où ils sont en concurrence avec Trenitalia. C'est que si les gens qui sont des bons clients, c'est-à-dire des grands voyageurs, ont été exposés à plusieurs voyages insatisfaisants, probablement même s'ils n'ont fait aucune réclamation, eh bien, on leur fait
on leur donne soit un petit bon de réduction, soit on les surclasse, soit même il était envisagé de leur servir le repas à la place. Voilà, donc c'était des trucs importants. Donc il y a un effet waouh sur le voyageur qui, à ce moment-là, euh, on va dire, a une certaine, on va dire, surprise et donc normalement, dans l'esprit de la SNCF, augmente la satisfaction. Donc la dernière phase qui est l'effet de toutes ces actions un petit peu marketing et commerciales sur les bons voyageurs qui ont été soumis à des situations d'insatisfaction probabilisées, évidemment, eh bien, ils veulent mesurer si, évidemment, il y a un delta sur leurs notes de satisfaction, sur les notes de satisfaction de cette population-là qui a été, on va dire, chouchoutée ces derniers temps. Voilà. Voilà un petit peu cette idée, en fait, de pouvoir modéliser ça. Et comment dire, une autre application de cette hybridation, et ce n'est pas l'objet de cette table ronde, mais juste pour vous donner un petit peu, faire un teasing et vous donner l'appétit d'en faire, c'est par exemple dans une grande mutuelle, c'était de savoir quelles sont les attentes des adhérents de la mutuelle. Alors, on a tout, d'un côté, on a des attentes qui sont recueillies par une étude, qui est forcément un sondage, où on a quelques milliers, voire presque 10 000 réponses. Puis de l'autre côté, on a 1 million d'adhérents à la mutuelle. Et ces adhérents à la mutuelle, en fait, on a tout leur usage de la mutuelle, des différentes comment dire, composantes de la mutuelle sur la santé, la prévoyance, l'épargne, etc. On a un certain nombre d'éléments, comme c'est une mutuelle collective, sur le type d'entreprise dans lesquelles ils travaillent, etc. Et donc, on a pu modéliser, on a pu faire pas une on a fait une segmentation, donc une typologie en fait d'attente vis-à-vis des mutuelles. Est-ce qu'ils attendent, par exemple, des conseils sur la santé en prévention, du coaching santé? Est-ce qu'ils aimeraient bien que la mutuelle rembourse des médecines naturelles? Est-ce qu'ils aimeraient bien aussi avoir des éléments spécifiques sur ça s'appelle la santé de leurs animaux domestiques, etc. Donc, il y a un certain nombre comme ça d'attentes. On a pu faire donc des groupes qui d'abord ont été bien modélisés sur la partie des gens qui ont répondu au questionnaire avec les variables internes. Et puis, on a pu en faire un modèle prédictif en utilisant les outils de machine learning, hein, de deep learning, pour pouvoir le projeter sur l'ensemble des- des- des personnes de la mutuelle. Et donc maintenant, ils ont une segmentation qui permet d'avoir une vision un petit peu qui mélange des données internes et des données qui ne peuvent pas avoir en interne, qui sont les attentes des mutualistes sur les différents contrats. Voilà, donc ça, c'est des choses que l'on peut faire en récupérant des données d'études et en les hybridant avec les données internes qui foisonnent en général dans les entreprises. Voilà, donc C'est là c'est où on peut faire le pont peut-être avec Power BI, du coup, ouais, pour revenir sur le sujet. C'est vrai que exactement. Power BI, ça nous permet, nous, comme je le disais, souvent nos clients, ils sont dans l'attente qu'on construise un lakehouse dans lequel on puisse mettre aussi bien des données d'études que des données CRM et aussi des données de production. Et c'est vrai que ce que disait Stéphane, c'est des choses qu'on fait sur lesquelles justement on est assez spécialiste, hein, c'est-à-dire faire des segmentations stratégiques sur des bases CRM, étudier les comportements en base CRM, pouvoir passer d'une typologie UEA, d'une ad hoc et derrière faire des data expanding sur le CRM. Ça, c'est des choses qu'on maîtrise. Mais par contre, nos clients, jusqu'à maintenant, pour eux, c'était un énorme projet que de nous donner ce type de données qui viennent de sources différentes. Petit à petit, tout le monde commence à rentrer dans cette logique-là de vouloir rassembler les données, de les harmoniser, de mieux les structurer. Et donc, on va être beaucoup plus amené à pouvoir faire ce type d'études hybrides, ou même sans aller jusqu'à la projection d'une base de données sur l'autre, etc. Mais juste de pouvoir afficher sur un même slide, au mois, sur l'année, l'évolution de ma satisfaction
l'évolution de mon churn dans ma base CRM et l'évolution de mes indicateurs de production, à savoir est-ce que, je sais pas, si je suis une entreprise qui fait de la livraison, est-ce que j'ai livré à temps, la part de produits livrés à temps, non cassés, etc. Et juste de pouvoir visuellement afficher trois courbes qui viennent de trois sources différentes et se dire, ah ben tiens, là, quand j'ai un pic de satisfaction, ben, je vois que mes indicateurs de production, ben, ils sont très bons. Et comme par hasard, quand la satisfaction baisse, ben, mes indicateurs de production, on voit qu'ils sont moins bons. Donc ça veut dire que finalement, il y a un lien qui est très fort entre le fait d'avoir des indicateurs de production et que ça se répercute sur la satisfaction. Effectivement, c'est tout ce côté cross-data qui est intéressant dans l'utilisation des Power BI et séduisant pour nos clients. Je pense qu'effectivement, petit à petit, on va être de plus en plus aidé à faire ce type d'études parce qu'on aura tout à disposition dans un lakehouse qu'on aura déjà bien traité et harmonisé. Dans les gens là qui sont parmi nous, parce que l'idée c'était quand même aussi de vous écouter, parce que ce qui nous intéresse, nous, derrière, c'est de continuer à faire évoluer nos outils. Il y a un sujet qu'on a un peu volontairement laissé de côté, qui est le sujet de l'IA. Alors pourquoi? Parce que dans ces outils-là, il y en a un qui marche très très bien, mais qui nécessite un investissement assez important. Donc ce qu'ils appellent la Premium Fabric chez Microsoft, on a moyen de faire des analyses des rapports que l'on produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez commencer à placer des éléments, que vous allez commencer à construire votre rapport, ben, il est capable de vous aider à rechercher des éléments. Vous pouvez lui demander de comparer certaines périodes, certaines marques, certains produits, mais ça demande une certaine préparation. C'est pas instantané, hein. Donc ça, à la limite, ça nous intéresse aussi de savoir comment vous adressez ces sujets sur l'IA. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est un point bloquant pour vous? Est-ce que c'est un irritant de ne pas pouvoir forcément mixer ces données qui à la fois viennent d'enquête ou de récupération de données de CRM et tout ce qui vient, ce que disait Arthur, c'est-à-dire des KPI de l'entreprise, que ce soit qualitatif, que ce soit sur la logistique, la production. N'hésitez pas à prendre la parole. Parce que c'est votre avis qui nous intéresse, parce qu'il faut qu'on fasse évoluer ces outils-là, mais on cherche aussi à comprendre, vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené là et pourquoi vous êtes intéressé aussi par ce thème-là. Quelqu'un veut prendre la parole? Sinon, on arrive bientôt à la fin. Donc, ce qui est important, c'est que vous n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir une démonstration de personnalité, notamment auprès de vos équipes techniques et surtout de la DSI. Très important d'impliquer la DSI dans toute décision, on va dire, qui touche, on va dire, un logiciel ou une application ou un add-on comme ça. C'est super important. En tout cas, je pense que toute l'équipe de Socio est à votre disposition si vous voulez voir l'outil en live avec vos data analysts et tout ça. C'est important. Voilà. Et puis, sinon, je laisse peut-être Olivier conclure et puis vous souhaiter bon appétit. Merci. Alors oui, on voulait un peu cette table ronde aussi pour qu'on puisse non seulement vous raconter un petit peu les évolutions qu'on a rencontrées, nous, dans le métier ces derniers mois, dernières années, mais aussi pour avoir vos appétences. Donc, si vous n'avez pas osé nous en parler là, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est à l'écoute un peu de toutes les évolutions qu'on va pouvoir mener. On ne les a pas toutes vues là, hein. Il y a une nouvelle version qui va sortir très bientôt. Je le disais, là, avec des rankings, avec possibilité d'avoir des sous-tableaux, donc des ventilations de tableaux. On continue à faire évoluer nos solutions. On va peut-être aussi pouvoir bientôt faire des graphiques natifs PowerPoint, ce qui malheureusement est un des pain points de Power BI, qui est capable de faire des exports PowerPoint, mais sous forme d'image. C'est à peu près le problème de tous les outils. Donc nous, on est en train aussi de voir comment on pourra, à partir d'un composant tableau ou d'un graphique qu'on développerait, à partir du composant tableau, on saura le faire. À partir d'un graphique, c'est à venir. Voilà, donc toutes ces évolutions, nous, on va aussi vous écouter et comprendre quelles sont aujourd'hui vos attentes par rapport à ces outils-là, parce qu'on a la conviction que
de plus en plus, notamment sur les questions de cybersécurité, mais aussi parce que il y a cette fameuse problématique, c'est pas une problématique, c'est presque le mythe de l'hybridation. L'hybridation, ça fait 10 ou 15 ans qu'on en parle, mais c'est pas évident parce que c'est aujourd'hui souvent deux mondes qui se parlent pas. Avec ces composés visuels là, qu'on est en train de développer, on commence à pouvoir mélanger et faire communiquer les deux mondes.